Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 28 septembre 2024 et on est en train de finir donc un mois de septembre en fanfare, comme je vous l'avais dit déjà hier dans le Morning Bull. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a complètement changé notre positionnement par rapport aux attentes de marché, par rapport aux nouvelles du marché, par rapport à ce qu'on nous annonce et par rapport aux chiffres économiques. Donc aujourd'hui, on est en mode, on maîtrise l'inflation. Ça, c'est surtout la nouvelle d'hier qu'il faut retenir, c'est que l'inflation est définitivement maîtrisée selon les chiffres du PCE. Il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas baisser les taux. On est donc en pleine forme. On finit la semaine relativement bien en Europe. J'ai envie de dire, le seul truc qui bloque un tout petit peu, c'est la performance de la tech américaine qui a l'air d'être un tout petit peu au bout de sa vie, même s'il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine, comme vous le savez. Donc oui, je crois que la thématique cartonnée dans la semaine, c'est surtout le fait qu'on est passé en mode les bonnes nouvelles sont des excellentes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles parce que ça poussera les autorités à baisser les taux de toute manière. Donc vraiment plus aucun souci à se faire. On attend bien sûr maintenant le gros chiffre le plus important, c'est les chiffres de l'emploi de la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Oui, on est de nouveau en mode attente puisque maintenant on a passé le PCE, on a passé la Fed, on a passé la baisse des taux. Bref, du coup on est en train de dire ah bah il faut encore attendre les NFP pour voir ce qui va se passer. Mais dans la tête de la plupart des gens aujourd'hui, compte tenu de certains chiffres économiques qui montrent une certaine faiblesse, je peux vous garantir que si la semaine prochaine, les créations d'emplois sont en dessous de 150 000 créations d'emplois, on va clairement reparler de Jumbo Rate Cuts pour le meeting du mois de novembre. Et c'est le narratif du moment, c'est ce qui nous soutient aujourd'hui. Comme je vous le disais en ouverture, de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est mauvais va pousser la Fed à baisser les taux et tout ce qui est bon, eh bien, c'est bon et ça confirme qu'on va en direction d'un soft landing. Donc, pour l'instant, on a envie de dire, a priori, il n'y a pas de raison que ça cale, il n'y a pas de raison que finalement le marché arrête de monter. Effectivement, on arrive à des niveaux très très hauts, donc c'est un peu comme vous montez à l'Everest, vu que c'est la mode en ce moment. Plus vous approchez de la zone de la mort, plus c'est compliqué, plus vous ralentissez avec l'altitude. Là, c'est un peu pareil sur le S&P 500. On approche des 6000, ça va être difficile à passer, c'est une terre inconnue pour l'instant. Alors, il va falloir un petit peu plus de motivation. La motivation, on la trouvera probablement du côté de la publication des chiffres trimestriels qui vont commencer à partir de la semaine du 7 octobre, puisque je crois qu'autour du 11 octobre, on aura les premières publications de la part des grosses bancaires américaines. On a le pétrole en plus qui soutient, j'ai envie de dire, les espoirs, puisque finalement le pétrole est faible à cause des annonces de l'Arabie Saoudite. On en a parlé en fin de semaine dernière. Donc l'Arabie Saoudite va augmenter la progression. Ça, c'est aussi un des gros points de la semaine. Le pétrole est en grande difficulté pour l'instant. Et donc il baisse. Visiblement, on va en direction des 60 dollars. Et ça soulage toujours les gens qui instinctivement préfèrent quand même quand l'essence elle baisse que quand l'essence elle monte. Et ça, on peut le comprendre, vu que pour l'instant, tout le monde n'est pas passé à la voiture électrique. Et puis alors, le thème de la semaine, bien sûr, c'est le retour de la Chine. Alors le retour, c'est peut-être un petit peu vite dit, mais en termes de performance, c'est assez spectaculaire. On va le voir tout à l'heure, mais la Chine a littéralement explosé. Les stimulus mis en place par le gouvernement rassurent tout le monde. Vous connaissez le principe. Si la Chine cartonne, eh bien les Chinois, ils vont pousser la croissance mondiale. En poussant la croissance mondiale, ils vont avoir beaucoup d'argent. Comme ils auront beaucoup d'argent, ils vont venir dépenser chez nous, bien sûr, en priorité dans le luxe. C'est le luxe qui a salué la chose en premier lieu. En revanche, sur d'autres points, on se pose encore pas mal de questions. Les experts et les économistes qui maîtrisent le système chinois viennent tous dire que c'est pas encore gagné, qu'il faut encore avoir des réponses. Et c'est vrai que surtout ce qu'il faut surveiller, c'est que l'impact que l'on attend sur nos industries en Europe avec le retour de la Chine risque de prendre un petit peu de temps. Même si la Chine repart grâce à ses stimulus, la Chine va pas repartir mardi prochain. Donc il y aura quand même une certaine inertie là aussi pour que la Chine redémarre de façon normale et que l'on puisse vraiment dire que le stimulus a fonctionné. Je rappelle encore, et aussi que stimulus, il y a déjà eu plusieurs fois cette année, pas si important, je le conçois, mais il y a déjà eu des stimulus qui finalement ont terminé comme des gros échecs, rapport aussi à ce qui s'est passé sur le luxe en début d'année 2024. Et puis le secteur des semi-conducteurs, on a eu un regain d'intérêt sur les semi-conducteurs et sur l'intelligence artificielle avec les chiffres de Micron cette semaine qui a boosté un peu tout le monde. On peut se dire qu'en Europe, il y a des boîtes comme STM, comme Infineon, comme ASML qui en ont bien profité. C'est bonnes nouvelles sur Micron et c'est bonnes perspectives sur l'intelligence artificielle. Mais par contre, quand vous regardez un peu comment se comportent les indices techno américains, on sent que pour l'instant,
On veut bien acheter le marché, mais on n'a pas envie de charger spécifiquement sur la tech. On a un peu l'impression que les résultats qui vont arriver ces prochains temps pourraient être bons, effectivement, mais ça correspondra surtout à qu'est-ce qu'on attend au fond de nous-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la réalité de ce que les analystes annoncent en disant les chiffres seront bons, ils seront encore meilleurs, et puis tout d'un coup, en fait, ils vous disent oui, quand ça sort, c'est bon, mais on attendait quand même une espèce d'enthousiasme supplémentaire. Et aujourd'hui, même si la croissance va bien au niveau des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle, on arrive à un moment donné, on ne peut pas demander à des boîtes d'avoir 1500% de croissance tous les trimestres sous prétexte qu'ils font de l'IA. Donc gentiment, ça va commencer à se stabiliser. Et c'est cette éventuelle déception qui fait qu'on sent que la tech, pour l'instant, est plus aussi dynamique qu'avant. Et on le verra sur le côté graphique tout à l'heure que ça commence un peu à pêcher. Malgré les bonnes nouvelles, les deux dernières clôtures du Nasdaq et du SOX montre quand même pas mal d'hésitation pour le moment. Et puis le PCE, donc la semaine dernière, on attendait le PCE, est donc sorti hier après-midi à 2,2%, 2,3% était attendu, donc c'est en dessous des attentes, donc c'est bon. On peut quasiment dire, d'ailleurs on le lit dans certains médias américains, l'inflation est vaincue, c'est terminé, youpi, tralala, on peut sortir danser sur les tables, c'est fait, la Fed a réussi à vaincre l'inflation, et les premiers commentaires qui sortaient après cette publication, c'était, eh bien, dorénavant, la Fed a toute latitude pour pouvoir baisser les taux. Alors avant, ils recalibraient, maintenant ils vont devoir baisser pour soutenir l'économie, ce qui n'est plus vraiment un secret pour personne, semble être un tout petit peu en difficulté. Même si certains chiffres comme le PIB de cette semaine nous ont montré que ça allait quand même pas trop mal, mais c'est pas non plus l'euphorie. Donc du coup, la Fed aura vraiment toute l'attitude pour baisser les taux. La grande question, c'est 0,25 ou 0,5. Je crois qu'on est plus ou moins à 50-50 de probabilité aujourd'hui, mais je crois qu'en fonction des chiffres des NFP de la semaine prochaine, on y verra plus clair. Mais je crois que le maître mot de la semaine, c'est l'inflation est vaincue. Et l'inflation n'est pas vaincue qu'aux États-Unis, puisqu'elle a aussi vaincu en Suisse depuis un bon moment d'ailleurs. Mais cette semaine, la BNS a encore baissé les taux de 0,25%. Alors non, pas de 0,50, parce que vu au niveau où l'on est, de toute manière, c'est difficile d'aller à coût de 0,50, mais on est bientôt de nouveau à taux zéro en Suisse. Mais la BNS est là aussi pour montrer que finalement l'économie se comporte bien malgré le franc fort. Il n'y a pas de raison de couper encore plus les taux que ça pour le moment. Et probablement aussi qu'ils gardent un peu de munitions pour 2025, parce qu'il n'y a plus beaucoup de marge non plus. Du côté des performances de la semaine, eh bien, vous le voyez, beaucoup de vert, mis à part le pétrole. On peut résumer ça comme ça. Grosso modo, eh bien évidemment, grosse victoire des marchés chinois et hongkongais, puisque ça marche ensemble. 13% pour Hong Kong, 12,8% pour Shanghai, c'est du délire. Le Japon suit par principe à 5,56 juste derrière. Et puis après, vous voyez donc le semi-conductor index qui reprend quand même 4,34%. Parce que Micron a explosé en milieu de semaine, et puis autrement le DAX plus 4%, ça c'est complètement hallucinant. Quand vous voyez les chiffres économiques qui sortent en Allemagne, quand vous voyez l'état du pays, le DAX prend encore 4% pour se retrouver à des niveaux historiques, c'est juste incroyable. Quand on voit les chiffres, quand on voit la performance, quand on voit l'ambiance, et qu'on entend ce qui se passe en Allemagne, on se demande comment c'est possible que le marché, lui, continue à vouloir encore et encore du DAX à tout prix. Le Bitcoin qui remonte également, plus 4%, le CAC quasiment plus 4%, plus 3,89 qui s'en est bien sorti avec le luxe en fin de semaine, l'Italie qui suit derrière, le SMI qui finit en termes de parents pauvres. On va voir après sur les chiffres du SMI que l'un dans l'autre c'était une bonne semaine avec un retour de Nestlé sans justification spéciale, mais Nestlé qui retrouve un petit peu des couleurs, donc qui aide. Et nous, dans le SMI, c'est pas la hausse de Richemont qui va nous aider à remonter beaucoup plus haut, mais quand même 2,54% de performance. On est au-dessus des 12 000 sur le SMI. Donc par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps, on va quand même qualifier ça d'une relativement bonne semaine sur la Suisse. Autrement, l'or qui continue de monter, plus 1,3%. Le Nasdaq, vous le voyez, plus 0,95%. Le Nasdaq monte à peine plus que le S&P 500 qui a fait plusieurs records cette semaine, lui, mais qui termine en hausse de 0,62%. Le Dow Jones qui, lui, est au plus haut de tous les temps avec 0,6% de hausse. Et puis le pétrole qui perd 4,56 sur la semaine pour les raisons qu'on a déjà abordées moult fois au sujet de la production en Arabie Saoudite, tout en signalant encore une fois que pour l'instant, effectivement, les tensions au Moyen-Orient n'ont aucun impact sur le prix du baril. En Suisse, alors vous le voyez, sur la semaine, il y a un winner, c'est Richemont qui prend quand même 17,55%.
Je crois que Swatch fait mieux, mais comme ils ne sont pas dans le SMI, c'est moins frappant. Mais Richemont prend 17,55% avec le retour de la Chine. Alors comme je le disais, c'est bien que les Chinois reviennent. Faut pas s'attendre qu'ils débarquent la semaine prochaine. Ça risque de prendre un petit peu de temps quand même. Alors attention aux déceptions sur le moyen terme. Autrement, eh bien, tout le reste est plutôt bien. On notera l'un dans l'autre qu'effectivement que Nestlé reprend 3,85% sans grande nouvelle. Mais on va dire qu'ils ont corrigé les excès après la correction de la semaine dernière. Et puis Geberit qui reprend 2,26, Sika qui reprend 4,72%, Partners Group qui prend 3,76%, Sonova qui reprend 3,63% après avoir assez mal commencé la semaine. On va y revenir tout de suite. Bref, tout était plus ou moins en hausse et le SMI vivait, comme on l'a vu sur la performance globale, une assez bonne semaine. Du côté technique, comme d'habitude, vous voyez que le SMI est toujours dans sa tendance haussière, donc pas de souci de ce côté-là. Maintenant, si vous regardez un peu plus en détail, alors la bonne nouvelle cette semaine, c'est qu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, qu'on termine en dessus. Par contre, on a un petit gap à aller chercher maintenant un petit peu plus haut, gap qui doit se trouver autour des 12 300. Donc, on a encore un petit peu de chemin à faire sur le SMI pour aller chercher ces plus hauts. Après, pour le reste, on est toujours dans notre tendance ascendante, donc on a un haut, il faut aller chercher les 12 600 maintenant pour aller casser ces niveaux-là, pour aller chercher les hauts du range. Ça ne va pas dire qu'on est sorti, mais on a encore en tout cas 300 points de hausse à faire si le marché continue dans cette bonne ambiance, bon enfant. Alors regardez les États-Unis, donc record historique, record historique, record historique. On finit pas au plus haut toute la semaine, puisque vous voyez si on zoome dessus que en fin de semaine, on a quand même eu un reversal après les chiffres du PCE qui ont montré surtout que les gens n'ont pas forcément envie de passer le week-end avec des positions dans tous les sens. N'oublions pas qu'on vit quand même très à court terme. Le S&P 500 a fait un petit reversal, mais est quand même quasiment à quelques encablures du plus haut de tous les temps. Encore une fois, on le disait l'autre jour, on parle toujours d'un éventuel triple top sur le S&P. Il faut savoir qu'éducationnellement parlant, on parle toujours qu'on a droit à une marge de 3% après la cassure. Alors, on n'est pas encore dans la marge de 3%. On peut même monter techniquement, selon les théories, jusqu'à 5830 avant de dire si on passe ces niveaux-là, triple top, il n'y aura pas. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on peut surveiller d'un petit coin de l'œil. Mais c'est vrai que si je devais dire un truc négatif sur cette semaine, c'est qu'on a un peu l'impression que les marchés vont bien, les nouvelles sont bonnes, l'optimisme médiatique est réuni partout, mais on sent quand même un certain essoufflement. Et quand je parle d'essoufflement, regardez le SOX, c'est assez frappant. Donc on a eu cette bonne nouvelle sur Micron qui nous a permis d'exploser il y a 3 jours en arrière. On est passé rapidement au-dessus des 5100 pour aller chercher 5300 et des poussières. Mais vous voyez que cette hésitation qu'on voit ici avec un retournement en fin de semaine et une clôture qui est plus que douteuse fait un tout petit peu souci. On a l'air d'être très respectueux du top qu'on a fait au tout début du mois, fin août, début septembre, après l'histoire du carry trade. On est revenu pile sur ces niveaux-là et maintenant le Nasdaq semble le SOX semble un tout petit peu essoufflé. C'est exactement la même configuration. D'ailleurs, sur le Nasdaq, vous voyez que c'est quand même difficile, même si d'un point de vue technique, on est allé chercher les plus hauts qu'on attendait ces derniers temps. Vous voyez, c'est ce gap-là, ici, à 2305, on n'a juste pas réussi à aller le combler, ou bien si on l'a comblé, et en fait, derrière, on repart à la baisse. On sent que c'est quand même difficile. Il va falloir chercher les catalystes, et malheureusement, j'ai l'impression que les catalystes sur la tech, eh bien, ils viendront avec la saison des résultats, mais les résultats de la tech, ils viendront quand même plus dans le milieu du mois d'octobre, ce qui risque d'être difficile à vivre ces prochaines semaines. Ça, c'est juste hallucinant, c'est le DAX. Donc le DAX est au plus haut de tous les temps et de loin. Vous voyez qu'on est quasiment à 20 000 bientôt sur le DAX. À la vitesse où on y va, ça sera fait la semaine prochaine. Mais je suis juste halluciné de voir que finalement, il y a un tel engouement pour cet indice allemand alors que l'on voit sans cesse partout le fait qu'on a un ralentissement économique assez majeur et une ambiance hyper morose au niveau économique et social en Allemagne. Et pour l'instant, vous avez un DAX qui a tout cassé. Donc pour l'instant, trouver des résistances, je ne vais pas vous les inventer, il n'y en a pas pour l'instant. Tout ce qu'on peut essayer chercher, c'est réintégrer le haut du canal haussier qu'on avait à l'époque, mais ça veut juste rien dire pour l'instant. Donc le DAX est en mode short covering, j'ai l'impression. Ça ressemble plus à ça qu'à autre chose. Vous voyez que la semaine dernière, j'étais un peu inquiet sur le côté français en disant on est au bord du gouffre et on se demande comment ça va redémarrer. Bon, bah, merci à la Chine
qui a sauvé la France la semaine dernière, puisque finalement, on avait cette tendance baissière qu'on avait sur le CAC 40 qui passait par là, qui semblait vouloir résister, aidé par la moyenne mobile des 200 jours que vous voyez en blanc ici. Et puis, on a tout cassé grâce à la Chine, grâce à bien sûr LVMH, Kering, Hermès. Tout est reparti à la hausse en France. Donc maintenant, on va devoir aller rechercher les 7900. Et puis ensuite, il faudra confirmer, parce qu'il ne faudra pas confirmer uniquement parce que les Chinois ils vont venir éventuellement un jour dépenser de l'argent sur les Champs-Élysées. Il faudra aussi confirmer fondamentalement en général. Regardez aussi le chart de Micron l'autre jour. Vous voyez, je vous l'avais dessiné l'ouverture du jour. Donc on a explosé. Pour l'instant, le titre a la même configuration que le reste. Et c'est celui-là qui fait peur, c'est Nvidia. Bien sûr, vous voyez que on n'arrive pas à casser cette tendance baissière et le titre est relativement faible. Là aussi, je pense qu'on essaye ou on attend d'avoir une confirmation claire et nette que la croissance et que l'explosion technologique est toujours présente et pour l'instant, ça ne vient pas. Le pétrole, toujours sous pression. Vous voyez que la porte est ouverte pour aller bien plus bas. J'ai envie de dire, on connaît le fait que les Américains aujourd'hui produisent énormément de pétrole, peut-être trop, que les Saoudiens vont s'y mettre aussi. Donc là aussi, ça va mettre la pression sur le baril. Ça paraît compliqué de voir le baril remonter dans cet environnement. Le seul point qu'il va falloir gérer, c'est l'aspect Moyen-Orient. Pour l'instant, on n'en parle pas et on ne réagit pas sur le sujet du Moyen-Orient parce que l'Iran ne parle pas et que finalement, on laisse faire ce qu'on veut aux Israéliens au sud Liban. La communauté internationale a l'air de s'en foutre cordialement pour l'instant. Donc tant qu'il ne se passe rien sur le sujet du sud Liban et que les Iraniens ne s'en mêlent pas, on n'en parlera pas. Néanmoins, si ça repart dans l'autre, si ça venait à s'embraser, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, et on a plus l'impression qu'on ne voit pas vraiment comment ça se calmerait, tout ça pour dire qu'on peut quand même ne pas exclure à un moment donné qu'il peut y avoir un changement de perception par rapport à un éventuel embrasement, ce qui pour l'instant semble exclu. Donc le baril termine la semaine quasiment au plus bas. On a eu un petit sursaut d'orgueil hier en fin de séance, mais ça s'arrête là. Donc mauvaise semaine pour le pétrole et pour les pétrolières. Dans les vedettes de la semaine, on retiendra en tête Sonova. Sonova qui a mal commencé sa semaine parce qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes sur le fait que les nouveaux AirPods pourraient se substituer à une certaine technologie pour les personnes malentendantes. Alors probablement pas pour ceux qui ont des gros problèmes, mais pour la première couche, on va dire, ça pourrait poser des problèmes. C'est pas la première fois qu'on entend ces bruits-là. Ça continue de circuler. A priori, c'est pas tout à fait pareil quand même, mais bon, ça pourrait impacter potentiellement à terme les revenus de Sonova, de voir arriver Apple marcher un petit peu sur leur plate-bande. C'est pas la première fois qu'on en parle. En début de semaine, c'était de nouveau la thématique, mais en fin de semaine, l'engouement général des marchés a fait que Sonova est reparti dans l'autre sens et fini parmi les meilleures performances de la semaine si on exclut le sujet de Richemont. Alors, vous voyez le graphique de Sonova, là, le début de semaine se passe dans le rouge et puis finalement rebond grâce à l'ensemble des marchés. Techniquement, si on se repositionne un peu plus sur le long terme, Sonova arrive à des niveaux de résistance quand même. On voit qu'à chaque fois qu'on arrive par là, c'est très compliqué. Donc le prochain challenge pour Sonova, ce sera d'aller chercher les 310 et de passer en dessus pour essayer de rentrer dans une nouvelle ère. On espère que dans cet environnement, ils ne seront pas impactés par Apple, bien sûr. Bon, cette semaine, on ne peut pas vraiment ne pas parler du luxe, puisque le luxe, c'est quand même la thématique de la semaine. Alors, j'en ai largement parlé hier, je ne vais pas revenir en détail sur le pourquoi du comment. Vous avez compris, stimulus chinois qui dit stimulus chinois dit amélioration de l'économie chinoise, dit dépenses des Chinois, et qu'est-ce que les Chinois aiment faire? Acheter du matériel de luxe, des sacs à main, des montres de luxe, des cravates, des ceintures, des porte-monnaies. Bref, donc du coup, toutes ces marques de luxe se sont envolées, on l'a vu sur le CAC 40, et on le voit aussi chez nous en Suisse, puisque vous avez des Richemont qui ont littéralement explosé sur la semaine. Vous voyez le graphique, donc là, il n'y a rien à analyser, on a explosé à la hausse, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. On a une tendance baissière, mais dans ce genre d'environnement, les tendances et les graphiques n'ont plus vraiment de sens. Donc ça s'envole sur Richemont parce que la Chine est de retour. Et puis chez Swatch, c'est pareil. Donc vous voyez, explosion aussi suite à la Chine. Donc là aussi, pas grand-chose à dire d'un point de vue technique. Si on est dans un monde normal, je dirais qu'à 194, on va être un petit peu topish. Mais vu que tout le monde a l'air de s'emballer sur la thématique sans chercher un petit peu plus loin ce qui va se passer, c'est difficile à voir et à prédire un comportement. Mais en tous les cas,
cas, ce qu'il faut saluer et ce qu'il faut retenir, c'est le comportement exceptionnel qui s'est produit la semaine dernière sur Swatch et sur Richemont. Mais au milieu de tout ça, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que, il y a eu cette très bonne nouvelle sur la Chine qui a pris tout le monde à contre-pied. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, parce qu'au milieu de ça, juste avant que les Chinois annoncent ce stimulus, eh bien, on a eu énormément de downgrades qui ont été faits par la communauté financière. Alors, je cite en vrac JP Morgan et UBS qui ont réduit leur price target lundi ou mardi matin, juste avant l'annonce des Chinois. On signalera Bank of America qui a downgradé Richemont lundi matin, juste avant, vraiment le début de la semaine, bam, il downgrade Richemont derrière, hop, 18% de hausse. Ça fait super plaisir pour les clients qui ont suivi le mouvement. Alors bien sûr, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute, mais ça fait juste rigoler de voir le timing. Non, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, vous l'avez vu, il y avait JP Morgan, il y avait UBS, il y avait Bank of America qui venait downgrader le luxe en général. Il y a même UBS qui a passé Swatch de neutral à sell en début de semaine également. Donc là, on voit qu'ils ont cumulé les bonnes annonces au niveau des recommandations, tous groupés, tous en même temps, tous solidaires, et tous faux. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que dans les déclarations que ces analystes ont fait, il y a des raisons fondamentales. On voit qu'il y a un ralentissement chez Swatch, que la société est plus fragile que les autres, donc on peut justifier les downgrades. Maintenant, c'est vrai qu'entre deux, on ne pouvait pas prévoir que tout d'un coup, les Chinois, bam, ils allaient arriver tout d'un coup au milieu de semaine pour dire « Ah, c'est bon les gars, on vient sauver le monde ». C'est peut-être pas encore terminé, mais en tout cas, c'était assez rigolo. Moi, ça me fait rire ce genre de truc parce que les gars, ils ont bossé depuis 3 semaines pour préparer un downgrade. Ils arrivent tous ensemble pour faire la même chose et ils se font tous casser les pattes arrière. Deuxième semaine de suite qu'on parle de Relief Thérapeutique qui a bien performé cette semaine encore parce qu'ils ont reçu un nouveau versement de 2 millions pour le développement un développement d'un de leurs médicaments. Donc rien de spécial, mais simplement ça continue à pousser dans la bonne direction chez Relief Therapeutics. Ça soulage surtout les gens en se disant qu'ils ont de l'argent un peu devant eux. Autrement, il y a Swisscom qui a eu l'autorisation de la Commission européenne pour le rachat de Vodafone Italia. Alors je rappelle que les autorités italiennes ne sont pas d'accord, mais que l'Europe a déjà donné son feu vert. Donc on voit là aussi que la communication entre l'Europe et ces pays est à son top. En tout cas, les institutions locales et les institutions générales ne sont pas forcément d'accord ensemble. Mais néanmoins, Swisscom a donc obtenu l'autorisation de racheter cette société en Italie. Du côté de chez Basilea, ça va vous faire plaisir parce qu'ils ont lancé un nouveau médicament, un nouveau antifongique, enfin une recherche sur un antifongique plutôt, c'est pas complètement fini, c'est un essai clinique qui démarre pour un antifongique qui s'appelle le Fosmanogepix, qui est destiné, alors tenez-vous bien, au traitement de la candidémie, de la candidose invasive. Je suis persuadé que ça va vous soulager d'apprendre ça. En tout cas, bonne nouvelle chez Basilea, parce qu'il débute une étude clinique sur ce sujet-là. Ça faisait un tout petit peu monter le titre, mais pas de beaucoup, parce que c'est pas l'euphorie non plus. Vous voyez que sur la semaine, le graphique de Basilea n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais au moins pour l'instant, il continue à avancer dans sa tendance haussière. De là à dire que c'est à cause de ce nouvel antifongique, il y a un pas que je ne franchirai pas. Chez Nestlé, le titre a bien performé cette semaine, puisqu'il reprenait 3,8% après sa déconfiture de la semaine dernière. Donc au moins, on a compensé cette avalanche de downgrade de fin de semaine. Ça nous a amené juste au niveau où on avait juste envie de se couper de toute façon sur Nestlé. Et maintenant, le titre rebondit et on se dit « Ah, c'est bon, il a fait les fonds, on a été chercher les plus bas de la pandémie, donc on repart à la hausse. » Nestlé, ça continue dans les mauvaises nouvelles. Pas mauvaises nouvelles, c'est pas encore une grosse mauvaise nouvelle, mais vous vous souvenez qu'ils avaient été impliqués dans un scandale d'eau minérale qui avait été traité. Donc ils avaient réussi à s'en sortir. Mais là, il y a une association qui s'appelle Foodwatch qui a déposé de nouveau une demande de procès à Paris qui a été acceptée par un juge d'instruction. Donc l'affaire reprend un petit peu. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je pense bien a priori parce que généralement ça se finit toujours plutôt pas mal, c'est jamais de leur faute. Mais néanmoins, Nestlé se prend à nouveau une nouvelle attaque sur la tête dont il se serait bien passé en ce moment. Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'histoire de Nestlé ces temps. Il n'y a que des choses pas super sexy qui se produisent. On espère qu'un jour, la roue tournera. Vous voyez le graphique de Nestlé, ça se passe de commentaires, mais vraiment, on a rebondi sur les fonds du trou. Il faut aller zoomer plus loin pour retrouver les bas. Je ne sais même pas si on peut dire que ça a rebondi sur quelque chose, mais on va dire que ça a rebondi sur les niveaux de la pandémie. Et puis, vous voyez ici, et puis finalement, le graphique repart, Nestlé repart et va tenter de revenir un peu dans quelque chose de concret. Je ne suis pas sûr que cette histoire de Foodwatch va changer grand-chose, mais en tous les cas, vous voyez que ça a été une relativement bonne semaine pour Nestlé. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus vécu une comme ça sur le géant de la bouffe et du chocolat. Je termine avec ce dernier graphique, c'est Sensirion. Sensirion en Suisse qui a littéralement explosé. La raison principale, il n'y a pas d'analyse technique à faire là-dessus parce que c'est juste une explosion sur une seule nouvelle. UBS a upgradé le titre de sell à buy
et a augmenté son price target à 84 francs suisses, en passant de 68 ou 62, je ne sais plus également exactement. Enfin voilà, donc du coup l'impact de l'UBS sur on va dire une mid-small cap comme Cerion fait que le titre a littéralement explosé en fin de semaine. Il fallait être bien informé parce qu'il n'y avait pas forcément de manière de le savoir, même au niveau des volumes, c'était très très faible la veille et ça a littéralement explosé vendredi avec l'annonce de l'UBS. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur la Suisse et un petit peu le reste du monde. Donc comme vous le voyez, on est dans un monde qui va bien, une économie qui donne l'impression d'aller plutôt bien, un marché avec des investisseurs qui sont chauds patates et qui sont capables d'interpréter toute nouvelle comme bonne nouvelle et qui, comme je l'ai dit en ouverture, prennent toutes les mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles parce que ça voudra dire qu'ils vont baisser les taux. Donc on en est là. Je ne sais pas à quel moment on va se rendre compte qu'il y a quand même d'autres soucis à gérer que l'impact direct sur les marchés financiers parce que franchement, il y a encore des choses qui ne vont pas bien. On voit quand même, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, la faiblesse relative de la tech par rapport au reste. Alors on pourra dire, oui, les gens évitent les titres de croissance et vont se baser sur les values. C'est possible, mais on sent quand même une certaine fatigue sur ce gros secteur qui est la technologie, qui a été, je vous le rappelle, quand même des artisans de cette hausse de ces 12 derniers mois aux États-Unis et dans le monde. Donc méfiance quand même, on va attaquer maintenant une semaine qui va être axée sur, oui, mais on attend les NFP, et puis ensuite, eh bien, on attaquera. Et ensuite, on attaquera plusieurs semaines. On va dire, oui, mais cette semaine, on attend les résultats de. On rentre dans un mois qui va être traditionnellement baissier comme on l'a eu en septembre, sauf que le mois de septembre a cartonné cette année. Donc la grande question, c'est est-ce que le mois d'octobre va être le même? Grande question. On va aussi beaucoup parler d'élections américaines durant ce mois d'octobre, donc tout peut arriver. Ça risque d'être de nouveau un petit peu plus volatile. Pour l'instant, les gens sont relativement sereins. J'ai tendance à dire un petit peu trop. Il n'y a pas de peur dans le marché. La volatilité est malgré tout un tout petit peu élevée par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre dans un marché qui est relativement serein. Mais voilà, pour l'instant, ça monte. On n'arrive pas à prendre ou à trouver de mauvaises nouvelles, en tout cas de mauvaises nouvelles qui nous font peur. Résultat, on reste relativement solide. Voilà comment on pouvait résumer cette semaine, principalement basée sur la thématique de la Chine et du luxe. De mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Susquote en français, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live pour entamer cette nouvelle semaine qui sera basée sur les chiffres de l'emploi américain. Très très bon week-end à tous et à lundi. Bye bye.